Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur ce plateau de la chaîne du bassin du Congo. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Sans plus attendre, voici l'essentiel de ce journal. Les enseignants bénévoles et finalistes réunis à Brazzaville ont décidé de lancer un mouvement de grève à compter de ce lundi 13 avril. Et puis, confrontés à d'énormes difficultés, les Diables Rouges handball réussiront-elles à défendre les couleurs nationales? Challenge Edith Lucie Bongo Ondimba. Et puis, enfin, les sénateurs et députés ont bouclé leur 11e session respective ce week-end à Brazzaville. Voilà tout pour le sommaire. Ouvrons ce journal en parcourant la route menant à la station terrienne Kombo Matari qui se trouve, vous allez le voir, dans une situation de dégradation avancée. Et comme si cela ne suffisait pas, des érosions menacent également ce quartier où la population a du mal à pouvoir se déplacer, comme vous allez le voir dans ce reportage de Jiska Maungu d'Ingolo pour le constat. La zone ressemble à un no man's land. Nous sommes ici à Brazzaville, même si ça donne l'impression d'être dans un village, mais c'est Brazzaville ici. Nous sommes à Matari, dans son prolongement du quartier station terrienne. Les populations ici se sentent abandonnées à leur triste sort. C'est difficile. Il n'y a pas de vie ici. On est abandonné, pourtant nous sommes non loin de la ville. Depuis bientôt 6 ans, la route ici n'existe plus. Disons, il est difficile à un véhicule 4 roues d'y arriver et atteindre le contrebas. Le transport est devenu presque un mythe par ici. Le point là où on prend des bus, c'est tout un calvaire. Il faut faire la route. Donc si vous êtes en veste, vous êtes tout mouillé. Vous ne pouvez pas porter les sandales confortables. Donc c'est difficile. Les gens ici, pour partir d'ici et atteindre le goudron, en tout cas, je peux appeler ça le calvaire. Hein, même nous-mêmes, les habitants du quartier, nous avons appelé ici Golgotha. Parce qu'il nous faut grimper plus de 100 marches, hein, après la télé là. Vous voyez, il y a des marches là. Il nous faut grimper ces marches-là. Conséquence, le quartier est laissé à son triste sort. Et ici, à cette station terrienne abandonnée, justement cette route, les bâtiments équipés sont là, sont locataires. Dans cette enceinte, le col de télécommunications qui allait abriter les cadres de l'Afrique centrale n'a plus jamais ouvert ses portes. La faute, entre autres, au manque de voies d'accès, et le col a été transféré depuis au Cameroun. Dans ce quartier Matari, station terrienne, le cri de cœur reste la route. Si les autorités peuvent venir en aide, ils vont nous faire la route comme ça là et nous allons circuler librement. Si nous nous déplaçons à pied pendant toutes les saisons, on demande au pouvoir public de nous faire la route. Je voudrais interpeller nos gouvernants. Nous avons un viaduc qui fait plus de 7 km. Or, à partir de l'arrêt, je crois, l'arrêt Capitaine, en tout cas on a moins d'1 kilomètre pour un petit viaduc qui peut servir les habitants de ce quartier-là. Certains, pour contourner la difficulté de route, doivent passer quelquefois à travers des parcelles de particuliers pour retrouver leur chemin après. Quartier que ses habitants ont qualifié de Golgotha. Golgotha, si vous ne le savez pas, c'est le lieu où Jésus a été crucifié. Pour parler cette fois-ci du manque de centres de santé intégrés. Les malades éprouvent d'énormes difficultés pour pouvoir bénéficier des soins de qualité. Cri de cœur dans ce reportage de Armand Sanza et Gingolo. Nous ne sommes pas ici à Oponga village, dans la sous-préfecture de Kélé, dans le département de la Cuvette Ouest, mais plutôt à Brazzaville, même si ça donne l'impression d'être dans un village, mais c'est Brazzaville ici. Les quartiers Matari, station terrienne, Saint-Denis et Casse-Barnier, dans le 7e arrondissement de Brazzaville, sont confrontés aux multiples difficultés liées aux soins sanitaires. 15 000 âmes éprouvent d'énormes difficultés à se faire soigner dans ces quartiers. Dépourvus de structures sanitaires, les populations se rabattent auprès de quelques cabinets de soins médicaux tenus par les agents de santé habitant le quartier.
Ah, mais on se débrouille avec les moyens de bord. Hein. Il y a des petits cabinets médicaux, mais ça ne suffit pas quand la situation est critique. C'est vraiment difficile. Il faut enlever une porte en planche, vous mettez le malade ou la victime et vous faites la route, là, la montagne. Vu la précarité et la pénibilité de leur situation, la notion du vivre ensemble et de la solidarité est de rigueur dans ces quartiers. La preuve, les malades sont transportés dans les brouettes ou des chaises transformées en tipoy. Les femmes enceintes accouchent parfois même en cours de route. C'est le tipoy, la brouette et le dos. Tout ça là, tous les moyens sont bons. C'est difficile. Donc on a comme déjà une cohésion au niveau du quartier. En cas d'un malade, on donne la lettre et les gens arrivent pour le soulever jusqu'à le faire arriver sur les escaliers là-bas. Fatigués de vivre dans cette situation inconfortable, les habitants du quartier Kombo Matari plaident pour la régularisation de leur situation qui perdure. Espérons que ces préoccupations seront entendues au niveau du Parlement. À l'Assemblée nationale, les députés se sont penchés sur l'adoption du projet de loi portant création de l'imprimerie nationale qui aura entre autres missions d'éditer, d'imprimer tout en sécurisant des documents officiels. Irma Okondiou nous fait le point de cette 11e session. Le présent projet de loi tend à créer un établissement. C'est une session qui avait 18 affaires. 14 ont été examinées et adoptées par les élus du peuple et 4 autres renvoyées à la 12e session. Telle est la moisson de cette 11e session ordinaire administrative de l'Assemblée nationale qui a refermé ses portes ce samedi à Brazzaville. Parmi les affaires adoptées figure le projet de loi portant création de l'imprimerie nationale du Congo. Le présent projet de loi tend à créer un établissement public à caractère industriel et commercial. Ce nouvel établissement aura pour mission d'éditer, d'imprimer, tout en sécurisant des documents officiels et spéciaux tels que actes d'état civil, casier judiciaire, certificat de nationalité, carte nationale d'identité, permis de conduire, diplôme, passeport et autres. Après la synthèse de cette session faite par le deuxième secrétaire de cette chambre basse, le tour est revenu au président de la dite chambre qui, au nom de tous les députés, a félicité la réélection du président de la République qui prêtera serment le 16 avril prochain pour un nouveau quinquennat. Selon Isidore Mvouba, c'est un nouvel ère qui commence. Il appelle ensuite la jeunesse congolaise en général et estudiantine en particulier de prôner le dialogue, surtout en ce qui concerne leurs revendications sociales. Je voudrais en effet appeler notre jeunesse, la jeunesse du Congo, et en particulier la communauté estudiantine, à s'inscrire à toute épreuve dans une démarche républicaine de civisme, en ayant comme arme le dialogue pour se faire entendre. En cassant, on perd. En dialoguant, on gagne. Il a par ailleurs exhorté les députés à sensibiliser leurs mandants sur le bien fondé de la vaccination sur la Covid-19 qui demeure le seul moyen pour se protéger contre ce virus. Le rendez-vous est donc pris pour la 12e session qui s'ouvrira le 2 juin prochain. Pendant ce temps, les sénateurs ont renforcé le cadre légal du tourisme au Congo, mais aussi le cadre juridique sous le gel des avoirs en se conformant bien entendu aux normes internationales. Il s'agit là des projets de loi qu'ils ont adoptés au Sénat en présence de Armand Nsonza et Jorès Sekomba. À la Chambre haute, 6 points étaient à l'ordre du jour avant la clôture de cette 11e session ordinaire du Sénat. Les points les plus importants ont porté sur l'examen et l'adoption du rapport de la Commission Affaires juridiques et administratives relatif au projet de loi réglementant le secteur du tourisme. Un projet qui consiste à renforcer le cadre légal du tourisme au Congo. Il s'agit de déterminer les normes applicables aux professionnels du tourisme ainsi qu'aux usagers de ce secteur d'activité afin de faciliter l'accès aux services et garantir la qualité de l'offre touristique. Ce projet a été adopté à l'unanimité sans amendement par les sénateurs.
Arlette Soudonono, ministre du Tourisme, s'est réjouie de la qualité du travail abattu par la Commission Affaires juridiques et administratives du Sénat. Une autre affaire adoptée à l'unanimité par les locataires de la Chambre haute, le projet de loi portant régime juridique du gel des avoirs ou des actifs liés au terrorisme et à son financement. Ce projet permet au Congo, membre de l'ONU, de mettre en œuvre le cadre juridique sur le gel des avoirs en conformant aux normes internationales édictées par les résolutions des Nations Unies en matière de terrorisme et de son financement. Le ministre délégué aux Finances, Ludovic Ngatié, par rapport à ce projet, a invité les Congolais à s'habituer désormais à ces nouvelles mesures internationales. Clôturant les travaux, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a félicité les sénateurs pour le travail abattu durant cette 3e législature. Il a aussi félicité le peuple congolais pour sa maturité lors des échéances électorale de mars dernier, ainsi que l'action du gouvernement et la CNUI qui ont offert aux Congolais une élection digne, libre et transparente. Par ce choix, les Congolais marquaient fermement et solennellement leur farouche opposition à la violence, à l'exclusion, à la division du pays, convaincus de ce que seul un Congo uni, drainant toutes ses filles et fils dans l'action constructive, peut aller dans la paix, au développement pour le bien-être de tous. Au nom du Sénat, nous saluons et adressons nos vives félicitations au peuple congolais qui a su se hisser au niveau de ses responsabilités en refusant de céder à des manœuvres de subversion. Toujours dans un même esprit de combativité, de détermination et de rigueur, pourquoi pas de lucidité, le Sénat vient de franchir une autre séquence de sa marche, soucieux d'élever sans cesse son implication dans l'aventure démocratique du Congo. À l'issue de cette session, 12 affaires ont été adoptées sur 21 affaires prévues. Vous suivrez l'essentiel de cette 11e session du Sénat en partie magazine après ce journal. De leur côté, les enseignants finalistes bénévoles entendent observer une grève d'une semaine à compter de la semaine prochaine au cas où leurs revendications qui se résument entre autres au paiement de la bourse, aux quotas alloués qui s'avèrent dérisoires, sans oublier le cas des enseignants ayant atteint l'âge de 45 ans ne serait pas résolu. Les détails sur ces revendications dans ce reportage de Vincent de Paul Koubemba et Gingolo. À compter du 13 avril prochain, les enseignants finalistes, bénévoles et prestataires membres de la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement vont observer une grève d'une semaine. C'est l'une des décisions émanant de cette coordination qui s'est réunie ce samedi à Brazzaville. La décision prise de manière unanime est la réponse à la léthargie observée du côté du gouvernement qui ne respecte pas ses engagements pris selon les finalistes. Depuis 7 mois, ces enseignants finalistes, bénévoles et prestataires évoluant dans les écoles publiques n'ont pas encore perçu leur bourse scolaire. Autre point examiné, le quota de recrutement alloué aux finalistes jugés insignifiant. Enfin, la non prise en compte des enseignants ayant atteint l'âge de 45 ans, bien qu'exerçant sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Et nous, les enseignants volontaires, signataires du protocole d'accord avec le gouvernement, on accuse 8 mois impayés de bourse. Et nous demandons au gouvernement de payer les 8 mois impayés de bourse avant le mardi. Et avec les autres, on a dit, mardi 7 h, personne n'ira à l'école, tous nous serions au trésor pour faire du bruit, afin que le gouvernement puisse nous payer ce qu'il nous doit. Et en dehors de ça,
On venait de traiter les dossiers de recrutement, campagne 2020-2021. On a constaté avec amertume que le quota alloué à l'enseignement de base, notamment primaire et le préscolaire, ça ne répond pas. On a affecté 2085 enseignants, mais on nous donne un quota de 487 places. On va prendre qui? On va laisser qui? Et pour éviter le chaos et sauver l'année scolaire, qui est déjà au 3e trimestre, le collectif en appelle à la responsabilité des pouvoirs publics. Et puis vous le savez certainement, l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises, SGEI en sigle, un établissement privé d'enseignement supérieur, et l'Université Marien Ngouabi viennent de signer un avenant à l'accord de coopération datant du 11 octobre 2018. Avec cet avenant, bien entendu, les enseignants-chercheurs de deux institutions pourront valoriser les résultats de leurs travaux de recherche, aussi bien dans les annales de l'Université Marien Ngouabi que dans la revue congolaise de gestion publiée par l'SGAE. Dans ce reportage de Morel Mabélé, le directeur général de l'SGAE revient sur les avantages de cet avenant. Dans le but de valoriser les résultats de leurs travaux de recherche, l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises ESGAE et l'Université Marien Ngouabi viennent de signer un avenant à l'accord de coopération qui existe entre les deux institutions depuis 2018. Désormais, les enseignants de l'Université Marien Ngouabi peuvent publier leurs travaux de recherche dans la revue congolaise de gestion reconnue par le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, édité par l'SGAE. Comme les enseignants de l'ESGAE peuvent publier leurs travaux de recherche dans les annales de l'Université Marien Ngouabi. Un autre atout qu'offre cet accord est que les étudiants finalistes à l'ESGAE et à l'Université Marien Ngouabi seront recrutés dans l'une des deux institutions avec le diplôme le plus élevé. Le directeur général de l'USGAE, le professeur Roger Armand Makani, dans son speech a remercié le président de l'Université Marien Ngouabi, le professeur Jean-Rosaire Ibarra, pour son engagement dans le renforcement de la coopération entre les deux institutions. Roger Armand Makani revient sur les avantages de cet avenant. Cet avenant vient compléter en fait l'accord de coopération que nous avions déjà signé en 2018. Bon, dedans il y a deux points qui sont très importants. Le premier point, c'est que désormais la revue congolaise de gestion publiée par l'SGAE est une revue qui a été reconnue par le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et donc, dans cet avenant, il est dit que les enseignants-chercheurs de l'Université Marien Ngouabi et les enseignants-chercheurs de l'SGAE pourront publier dans la revue congolaise de gestion, mais pourront aussi publier dans les annales de l'Université Marien Ngouabi. Ensuite, le deuxième point qui est très important, c'est que puisque nos deux institutions, l'Université Marien Ngouabi et l'SGAE, font partie du CAMES, les diplômes que nous délivrons sont reconnus par le CAMES. Donc désormais, tous ceux qui travaillent déjà, qui ont été recrutés à Marien Ngouabi, vont être considérés avec le diplôme le plus élevé. Voilà, parce que certains ont été recrutés avec le bac. Rappelons que l'ESGAE et l'Université Marien Ngouabi sont membres à part entière du CAMES. ESGAE qui forme les cas de haut niveau dans la recherche et dans le domaine des sciences de gestion existe depuis 1993. Quittons l'SGAE pour nous rendre à l'IGT, un institut logé dans l'enceinte de la cathédrale Sacré-Cœur qui s'emploie à former les jeunes dans le montage des paraboles. Images et commentaires. 4 mois de formation gratuite en réseau télécommunication à l'Institut de gestion et de technologie. Ces apprenants sont maintenant capables de monter et installer une antenne parabolique après les cours théoriques. Ce vendredi, au siège de l'IGT à la cathédrale, ces étudiants étaient autour de leur encadreur formateur très aguerri en télécommunication, François Mayembo et Jean-Marie Ikunga, poursuivent avec attention la pratique de ce qu'ils ont appris dans leur domaine de prédilection. Ces étudiants très enthousiastes ont fait des illustrations sur comment monter une antenne canal pour capter des images. Un rêve pour certains d'entre eux qui vient de se réaliser.
car l'IGT fait de la formation technique et professionnelle des jeunes son cheval de bataille et chaque formation est sanctionnée par la remise des diplômes de fin de formation. L'IGT, en respectant la vision du promoteur M. Bazunga Fidèle, qui pense toujours, après la formation théorique, il faut vraiment compléter cette formation par une formation pratique. C'est pourquoi on a besoin de nous autres qui passons déjà dans les entreprises. Nous venons ici pour compléter cette formation qui permet de renforcer les capacités de ces jeunes apprenants qui ont déjà des acquis à la formation professionnelle. Cette jeunesse a soif d'apprendre. Donc on a mis tous les mécanismes en place. À la fin de cette formation, ça nous permet de préparer les cadres dont nos entreprises ont besoin. La théorie doit être liée à la pratique en matière de formation. Et cette pratique a été une grande expérience pour ces étudiants qui comptent d'ailleurs augmenter leur capacité intellectuelle pour le reste des jours de leur formation gratuite de 6 mois à l'IGT. Ils sont des futurs ingénieurs en télécommunications et souhaitent aller plus loin dans ce domaine. Refermons ce journal avec les sports pour parler des Diables Rouges handball senior dames qui risquent d'entamer la semaine de l'IHF sans la présence des joueuses de la diaspora. En conséquence, elles ne peuvent pas venir prendre part au dernier regroupement par manque de billets. Ici à Brazzaville, les entraînements avec les joueuses locales ont été momentanément suspendus. Donald de Goma est allé faire le constat au gymnase Henri Léné. Ce samedi, au gymnase Henri Elendé, c'est le désert. Les Diables Rouges handball senior dames ne sont pas à leur lieu d'entraînement alors qu'elles sont censées y être. Selon certaines sources, elles ne se sont pas entraînées par manque de logistique. Entendu par là, pas d'eau ni de transport, pour ne citer que ce strict minimum. Et la 3e et dernière édition du challenge Edith Lucie Bongo Ndimba, compétition qui fait honneur au Congo, avance déjà à pas de géant. Si l'on y prend garde, cette compétition pourrait accueillir une équipe des Diables Rouges qui viendrait juste pour faire de la figuration. Et pour cause, la préparation baromètre à travers lequel on peut se rassurer de la performance ou pas d'une équipe éprouve déjà toutes les peines du monde à se poursuivre inexorablement. Autre problème qui plonge les amoureux de la petite balle dans une désolation sans précédent, le 2e et dernier regroupement des Diables Rouges avec la diaspora en vue de la semaine de l'IHF du 11 au 21 avril qui risque de ne plus avoir lieu. Les 9 joueuses de la diaspora, déjà libérées par leurs clubs respectifs en France afin de rejoindre celles du pays, sont toujours en attente des titres de transport. La joueuse Ngavuka, Lézy Bruxellia, que nous avons joint au téléphone, a exhorté le gouvernement de la République à diligenter la situation. Il y a aussi nos clubs ici en France qui nous ont quand même libérés, qui ont accepté qu'on puisse venir faire un stage au Congo pour pouvoir servir notre pays. Et voilà, jusqu'à maintenant, on n'a pas de billets. Et ça fait de la peine. Ça fait de la peine pour voir, genre, moi en France ici, je joue avec des filles qui sont en équipe nationale de la RDC, le Sénégal et la Guinée. Elles, mes coéquipières, elles sont en plein, là je vous parle là, elles sont en train de faire des stages pour se préparer à la CAN qui doit se dérouler du 8 au 18 juin 2021 au Cameroun. Donc ça fait quand même de la peine pour voir un pays comme le Congo qui aime le sport, un pays comme le Congo qui a toujours poussé ses sportifs en avant. Ça fait quand même, ça fait mal au cœur de voir que nous, les filles de la diaspora, on n'a pas cette possibilité de venir rejoindre nos coéquipières au Congo et de faire des stages pour pouvoir faire bons résultats au Cameroun. Donc voilà, je voulais juste parler, tirer l'attention à nos dirigeants, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de Sport, s'il vous plaît, faites en sorte qu'on puisse venir faire nos stages. Il faut que vous puissiez nous donner les moyens à la hauteur de notre détermination et de notre volonté à représenter notre nation. Avec une préparation chaotique, voire bâclée, on aura tout de même l'audace d'exiger les résultats. C'est bien dommage.
Cette situation a été aussi déplorée par le directeur technique national de cette équipe nationale, vous allez l'entendre, qui pense que tout le non-respect du programme de la Fédération congolaise de handball risque de compromettre les chances de notre équipe nationale à la 24e Coupe d'Afrique des Nations Challenge Edith Lucie Bongo Ondimba prévue du 8 au 18 juin au Cameroun. Jean-Patrice Paapa est au micro de Donald Degma. Nous sommes à 2 jours de la fenêtre internationale. C'est la période la mieux indiquée pour nous pour mieux affûter nos âmes avant d'aller faire la mise au vert ailleurs. Nous avons tenu, excusez-moi, une première partie et la deuxième partie, c'est ce que je viens de dire, du 11 au 25, la fenêtre internationale, donc la journée IHF qui permet à toutes les joueuses qui ont des compétitions avec leur pays de rejoindre les nations pour se préparer pendant 10 jours afin qu'ils repartent dans leur club respectif contre leur championnat avant que nous nous retrouvions encore pour la mise au vert pour jouer les matchs, le match test avant d'aller à la compétition. Mais ce que je sache, jusqu'au moment où on vous parle, nous sommes prêts, nous la fédération, nous sommes prêts. On a déjà sollicité les libérations des jeux dans leur club, ça a été déjà fait, c'est-à-dire que c'est par leur club, avec l'imposition de l'IHF. Et nous avons déjà fait les permissions. Il ne reste qu'à envoyer les billets aux athlètes pour venir à Brazzaville lundi afin que nous puissions commencer ce stage. Donc là où on vous parle, on n'a pas encore la certitude que ces enfants-là viennent. Et c'est vraiment une désolation totale. Si l'État ne met pas les moyens, si le ministère ne met pas les moyens à la disposition des fédérations, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de préparation. Donc nous évitons d'arriver à ces genres de préparation où on bricole avec les joueurs locaux. Là même, le transport, les enfants repartent chez elles, on ne sait pas ce qu'elles mangent, ce qu'elles boivent là-bas, on ne sait pas comment elles dorment. C'est pour ça que nous avons voulu profiter de cette fenêtre internationale pour les loger avec les autres de la diaspora, de façon à ce que le brassage se fasse correctement pendant 10 jours. En ajoutant ce que nous avons fait déjà dans la première préparation, afin que nous puissions déjà avoir une idée de l'équipe qui ira à l'étranger pour la on les aura certainement à 3 jours de la compétition, il n'y aura pas de cohésion. Une équipe qui va jouer à 2 vitesses, donc ceux qui sont préparés localement et ceux il n'y aura pas une véritable cohésion, donc chacun va jouer à sa manière et les résultats ne suivront pas. Et la participation Qui va aller loin ménage sa monture. C'est par cet appel des responsables de la Fédération congolaise de handball aux autorités du pays que nous refermons ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le week-end prochain.